Chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, le député IRD élu dans le premier arrondissement, le docteur N'Djamanal Narif Josselin, est décédé ce matin à 3 heures. Le parti TGV a perdu un héros, a déclaré le secrétaire national du parti TGV dans la province d'Antananarivo. Le député, le docteur Josselin, était une personne simple, serviable et responsable selon ses proches. Détails sur les images de Tsetranjanasi. Le docteur N'Djamanal Narif Josselin, député élu dans le premier arrondissement, est décédé à l'âge de 62 ans. Père de famille, il laisse derrière lui une veuve et 3 orphelins. Sur le plan politique, le docteur Josselin était un membre actif au sein du parti TGV. Il s'est présenté aux élections législatives en 2019 et a été élu sous les couleurs du parti. Il avait été un député actif dans l'exercice de ses fonctions. Il était toujours parmi les premiers à arriver à l'Assemblée nationale à chaque session. Une cardiopathie a entraîné sa mort selon son épouse. On l'a transporté d'urgence à la polyclinique d'Ilaf, mais il n'a pas survécu. Selon ses proches, Dr Josselin était une personne simple, sociable et serviable. Il était connu depuis longtemps pour ses actions sociales avant qu'il ne devienne député, pour ne citer que l'organisation des circoncisions gratuites, que ce soit dans le premier arrondissement ou dans d'autres localités, mais également le soutien aux victimes des sinistres. Le parti TGV a perdu un héros, a déclaré le secrétaire national du parti TGV d'Antananarivo. Le bureau national du parti TGV, des parlementaires et des militants TGV sont venus à la polyclinique pour lui rendre un dernier hommage. Sa dépouille sera veillée au funérarium d'Ambuibao. Samedi, elle passera à l'Assemblée nationale avant l'enterrement. Toute l'équipe de Viva adresse ses condoléances à la famille du disparu. L'administration pénitentiaire est également en deuil. Son directeur général, Rafali Omega Iramanzaf Nimal, est décédé dans un accident survenu sur la route nationale 2 hier. Ils étaient 2 dans la voiture, lui et son chauffeur. Ce dernier a survécu et a été emmené à l'hôpital Manarapenja de Tuamasin. Avant son transfert pour la capitale, la dépouille de l'inspecteur en chef a été amenée devant le ministère de la Justice de Tuamasin. La grande famille de Viva réitère ses condoléances aux familles endeuillées. Dans un tout autre sujet, environ 30% des recettes de l'État proviennent des exportations minières. Cependant, cela pourrait augmenter si les opérateurs rapatrient les devises provenant de ces exportations. Il existe déjà des propositions avancées par le ministère des Mines et des Ressources stratégiques et le ministère de l'Économie et des Finances au sein du gouvernement sur la manière de réglementer la réouverture des exportations aurifères. Détails sur les images de Yves Janel. Environ 6 tonnes d'or ont été exportées depuis 2019. Ainsi, 360 millions de dollars de devises auraient dû être rapatriés du fait de ces exportations, car une tonne d'or vaut 60 millions de dollars. Cependant, peu d'opérateurs ont procédé au rapatriement de devises, ce qui a conduit à la suspension du permis d'exportation d'or en 2020. Mais actuellement, le président de la République a émis la consigne de rouvrir l'exportation aurifère et de faire en sorte que les devises soient rapatriées. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques et le ministre de l'Économie et des Finances a avancé, entre autres, au sein du gouvernement, la mise en place d'un cahier de charges sur les exportations. À noter que le rapatriement des devises est la garantie de la stabilité de l'ARIAR. Et puis, moins de 1% des bacheliers choisissent la filière géologie, une filière au sein de la Polytechnique de Woudvoeren. Pourtant, les géologues sont nécessaires, ne serait-ce que dans le secteur minier. Il existe également des entreprises prêtes à travailler avec des ingénieurs géologues qui ont terminé leurs études, comme l'a annoncé aujourd'hui le ministre des Mines et des Ressources stratégiques. Toujours sur les images de Yves Janel.
Depuis 1977, seulement 403 ingénieurs géologues sont sortis de l'école supérieure polytechnique de Woodvoorn. Statistiquement, moins de 1% des bacheliers choisissent ce cursus chaque année. Les géologues jouent pourtant un rôle important dans le domaine économique. En effet, l'exploitation d'un terrain, que ce soit minier ou à des fins touristiques, dépend de l'étude faite par des géologues. De plus, presque tous les étudiants diplômés de ce cursus partent souvent à l'étranger, faute de débouchés. Mais actuellement, les efforts du gouvernement et du ministère des Mines et des Ressources stratégiques pour ouvrir le marché du travail dans le secteur minier sont déjà en cours, explique le ministre de tutelle, Ragoutmalal Irnjani Olivier. À noter qu'un forum sur la géologie se tient pendant 2 jours au MBC IVAT pour inciter les jeunes diplômés à choisir cette filière. Et puis les parlementaires de la Chambre basse qui composeront la commission d'enquête parlementaire sur l'or seront issus de toutes les partis politiques, a déclaré le député Mohamed Ahmad, président de la commission des mines et des ressources stratégiques. Les enquêtes menées par la commission seront totalement transparentes selon les informations. Fanjassena Mireille et Yves Janel. 10 députés du parti IRD, 2 du parti TIM, 2 du GPR et 1 député indépendant formeront la commission d'enquête parlementaire sur l'or. Ces membres éliront le président de cette commission. Quiconque connaît des informations sur la contrebande d'or devrait avoir le courage de les dénoncer auprès de cette commission, a souligné le député Mohamed Ahmad. Selon cet élu, si quelqu'un demande une enquête parlementaire, c'est qu'il dispose d'informations. Maintenant que la commission est mise en place, l'enquête parlementaire se fera dans la transparence. Cette commission s'occupera de tous les secteurs, exploitation minière illégale, exportation illégale, ainsi que les problèmes concernant le secteur de l'or. Il est à rappeler que le 31 mai dernier, lors de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, les députés ont approuvé la mise en place de la commission d'enquête sur l'or à Madagascar. Et en sport, le comité exécutif de la Fédération de karaté a été dissous à l'issue de la réunion extraordinaire ce jour. L'élection de nouveaux membres de la fédération devrait avoir lieu d'ici 3 mois. Il n'y aura pas de sanctions pour Madagascar, étant donné que la destitution du président de la fédération a été légale et approuvée par la majorité des ligues régionales. Ça, Sylvain Andoniana Martina. La Fédération de karaté-do a reçu une convocation, mais n'a pas assisté à la réunion organisée par la Ligue régionale. Les membres de la dite fédération ne se sont pas présentés comme l'exige la loi, alors qu'ils devaient présenter le bilan moral et financier de leur exercice. Selon les ligues régionales, la mauvaise gestion de cette fédération a motivé la décision de dissoudre le comité exécutif, suspendant le président de la fédération. La Ligue régionale a également nommé un administrateur par intérim pour organiser l'élection. L'objectif est de travailler rapidement. Le karaté malgache, qui affrontera une compétition internationale en octobre prochain et se prépare pour les Jeux des îles. L'administrateur délégué attend une nomination formelle avant d'entrer en fonction. Selon les explications, cette réunion extraordinaire a été approuvée par le ministère des Sports. À l'international, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé sa démission comme chef du Parti conservateur et par conséquent sa future démission comme chef du gouvernement. Je resterai en place jusqu'à ce qu'un nouveau dirigeant soit désigné, a-t-il déclaré lors d'une allocution devant le 10 Downing Street. Les détails. Et je suis d'accord que le processus de la sélection du nouveau chef doit commencer dès à présent. Le calendrier sera annoncé la semaine prochaine et il y aura des désignations jusqu'à la nomination du prochain chef. Et je voudrais dire aux millions de personnes qui ont voté pour nous en 2019, beaucoup d'entre eux qui votaient conservateurs pour la première fois, merci pour ce mandat remarquable, la plus grande majorité conservatrice depuis de nombreuses années, la plus grande part des votes depuis 1979. La raison pour laquelle j'ai mené cette bataille aussi acharnée pour mener ce mandat en personne n'était pas uniquement parce que je voulais le faire, mais parce que j'estimais que c'était
mon travail, mon devoir, mon obligation envers vous de continuer à faire et de remplir les promesses que nous avions données en 2019. Et je suis bien sûr fière des accomplissements de ce gouvernement, du Brexit, de nos relations avec le continent, d'avoir repris le pouvoir pour que le Parlement puisse adopter des lois. Je suis fière de nous avoir fait traverser la pandémie, d'avoir apporté le vaccin rapidement, d'être sortis des confinements très rapidement et ces derniers mois, d'avoir dirigé le monde occidental pour faire face à Poutine qui mène une guerre en Ukraine. Et j'aimerais dire au peuple ukrainien, leur dire que nous, au Royaume-Uni, nous continuerons à nous tenir à vos côtés pour lutter pour la liberté. Et en même temps, nous avons porté un programme d'investissement dans l'infrastructure, les compétences, les technologies, les plus grands investissements du siècle. Et c'est grâce au génie, à l'enthousiasme, à l'imagination de tous au sein de notre population. Mais les opportunités ne le sont pas. Et c'est pourquoi nous devons continuer à harmoniser les opportunités au Royaume-Uni. Et si nous pouvons le faire dans ce pays, alors nous serons le pays le plus prospère en Europe. Ces derniers jours, j'ai essayé de convaincre mes collègues qu'il serait excentrique de changer de gouvernement alors que nous progressons autant, que nous avons un mandat aussi large et que nous avons quelques points de retard seulement dans les sondages et nous avons travaillé sans relâche ces derniers mois sur la scène économique, notamment ainsi qu'au niveau national et sur la scène internationale. Et je regrette de ne pas avoir eu plus de succès et c'est bien sûr douloureux de ne pas pouvoir mener à bien tant d'idées et tant de projets. Comme nous l'avons vu à Westminster, lorsqu'il y a une volonté d'avancer, il faut avancer. Et comme vous le savez, dans le monde de la politique, personne n'est indispensable. Je suis convaincue que le système apportera un nouveau candidat qui sera prêt à mener notre pays en temps difficile pour aider les familles, pour traverser cette période et pour améliorer et changer notre approche, pour réduire les impôts, notamment puisque c'est ainsi que nous pouvons générer de la croissance et les revenus dont nous avons besoin pour financer nos services publics. Et à ce nouveau chef, qui que ce soit, il ou elle, je tiens à lui assurer de mon soutien. Et à vous, au peuple britannique, je sais que beaucoup de personnes seront soulagées. Et peut-être que certains seront également déçus. Et je tiens à vous dire que je suis triste de renoncer au meilleur travail au monde. Je voudrais remercier Carrie et nos enfants, tous les membres de ma famille qui ont été si patients pendant si longtemps. J'aimerais remercier tous les fonctionnaires pour tout leur soutien, remercier la police, les services d'urgence et bien sûr la NHS, le service de santé qui m'a soutenu pendant mon temps au gouvernement. Remercier toutes les agences pour leur soutien et remercier les membres du Parti conservateur, tous les supporters qui rendent possible notre démocratie. J'aimerais remercier tout le personnel ici au numéro 10, remercier tous les détectives qui, eux, sont toujours restés à nos côtés. Et avant toute chose, j'aimerais vous remercier, vous, les Britanniques, pour l'immense privilège que vous m'avez accordé. Sachez que jusqu'à la nomination du prochain Premier ministre, vos intérêts seront défendus et le gouvernement du pays continuera. Exercer le poste de Premier ministre, c'est un travail qui m'a fait voyager dans le pays et outre la beauté de notre nature, j'ai rencontré de remarquables personnes qui ont cette originalité sans limite britannique et qui sont prêtes à relever les défis de manière innovante. Et je sais que
Lorsque les choses paraissent sombres, notre avenir, ensemble, est d'or. Je vous remercie infiniment. Merci. Les civils ont continué d'évacuer la ville bombardée de Sloviansk dans l'est de l'Ukraine. Le prochain objectif des forces russes dans leur plan de conquête totale du bassin de Donbass, leur priorité après 4 mois et demi de conflit. France 24. Transporté sur ce brancard, un Ukrainien grièvement blessé. Il est l'une des nombreuses victimes du bombardement russe qui a touché quelques heures plus tôt Sloviansk. Un dernier baiser de son épouse à l'hôpital de Kramatorsk et le voilà parti en direction d'un autre établissement de la région. Ruslan, lui, n'a pas été blessé, mais il a perdu son magasin parti en fumée. Il ne peut s'empêcher de verser une larme. C'est un génocide pour que les gens aient peur et s'enfuient. Moscou a aussi frappé Mykolaïv. Ce quartier résidentiel n'est plus qu'un immense amas de cendres. Après s'être emparé de la province de Louhansk ce week-end, la Russie de Vladimir Poutine a jeté son dévolu sur celle voisine de Donetsk, l'autre moitié du Donbass qui n'est pas encore sous son contrôle. Les villes de Sloviansk, Mykolaïv et Bakhmout peuvent trembler. Alors que son pays a déjà cédé 20% de son territoire à l'envahisseur russe, Volodymyr Zelensky a taclé son état-major. En cause, l'application d'une règle interdisant aux conscrits de quitter leur région et leur lieu de résidence, et ce, sans l'aval des autorités militaires. Héritée de l'Union soviétique, elle va bientôt être modifiée, car dans cette guerre, aucun soldat ne sera de trop pour l'Ukraine. Et pour terminer, à peine un peu plus d'une semaine après le passage du président Mohamed Bazoum, la région de Difa est de nouveau ciblée. Dimanche puis lundi, plusieurs dizaines de membres de Boko Haram ont attaqué des groupes de soldats nigériens. France 24. Dimanche, un militaire a perdu la vie. Dans la nuit de lundi à mardi, c'est 6 autres soldats qui ont été tués. Boko Haram veut réaffirmer sa présence dans la région de Difa depuis plusieurs semaines, après quelques mois d'accalmie. Ces attaques en ce début juillet, elles sont attendues par les autorités. Elles interviennent juste avant les plus fortes pluies de l'année dans la région. C'est à ce moment-là que les cours d'eau remontent et que la tâche devient de plus en plus compliquée pour les assaillants terroristes. Selon plusieurs sources sécuritaires, le groupe terroriste Boko Haram n'a plus les moyens de mener des attaques d'ampleur. Le résultat du renforcement de la capacité, mais aussi de la cohésion des armées des différents pays qui composent la région du lac Tchad et qui agissent ensemble de plus en plus efficacement depuis quelques mois maintenant. Pourquoi les pays de la région du lac Tchad ont-ils eu de mauvais résultats au début ? Parce qu'il manquait de main-d'œuvre et de logistique élaborée. Mais de nombreux pays ont investi, surtout le Nigeria et le Niger. Ils ont utilisé des drones et ont amélioré leurs opérations sur le terrain. C'est pour cela qu'on observe désormais de bons résultats. Le président nigérien Mohamed Bazoum, lui, était à Difa le 26 juin dernier pour inciter les déplacés internes nigériens à retourner chez eux dans leur village qu'ils ont laissé sous les coups de la violence. C'est un marathon qu'il a commencé il y a maintenant plus d'un mois à travers le Niger. Mais du côté des humanitaires, on alerte face au projet du gouvernement de ramener près de 40 000 personnes dans plusieurs dizaines de villages de la région de Difa. Plusieurs projets similaires ont déjà échoué ces dernières années à cause d'une situation restée instable. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Je vous remercie de votre attention. Restez avec nous tout de suite après la série Revenge. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.